Coucou tout le monde, avant que vous vous lanciez dans cette vidéo, sachez que c'est pas du tout une très bonne présentation du truc. Je découvre l'appareil en direct avec vous et je n'y pige rien. Donc si vous êtes déjà pro du matériel Canon Cinema, vous allez être extrêmement frustré par cette vidéo, donc évitez-la, je vous en supplie, passez votre chemin. Sinon, joignez-moi pour l'aventure. Comme d'habitude, je parle, je raconte de la merde pendant 30 minutes parce que je ne peux pas jamais m'arrêter de parler. C'est extrêmement pénible pour toutes les personnes qui vivent avec moi. Je parle non-stop. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ouh. Est-ce que vous la... Oui, vous la voyez un peu, hein. La table d'unboxing. Sur cette table d'unboxing, j'ai unboxé un Canon 5D en 2016. J'ai unboxé le Fuji X-T4 en 2020. Et nous sommes maintenant en 2022 et je vais unboxer les gros dildos. Je vais unboxer la caméra de mes rêves que j'ai attendue toute ma vie. Non, c'est faux. Enfin, dire que c'est faux. C'est juste faux. Cependant, je pense sérieusement qu'il s'agit de la dernière caméra que je vais jamais acheter. Les spécificités sont folles et c'est vraiment une caméra qui va me plaire, je le sais. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit bien évidemment du Canon EOS R5C. Donc c'est une caméra de cinéma, c'est comme ça que Canon la vend, qui est basée sur un appareil photo, le Canon R5, qui est d'ailleurs en train de me filmer maintenant même et qui me filme depuis quelques mois déjà sur YouTube. Donc pour celles qui ont suivi, ça fait un petit moment maintenant que ça fait depuis 2018 que je filme toutes mes vidéos au Fuji. Il y a eu des exceptions, mais je filme avec des Fuji. X-T3 puis X-T4 et là en fait à la fin de l'année passée, donc à la fin de 2021, j'avais économisé dans le but de step up mon matériel photo et vidéo. J'avais justement envie de gagner en qualité, etc. Donc peut-être vous ne le savez pas, mais je ne fais plus de travail pour des clients, etc. Je suis hors du circuit professionnel. Je fais maintenant plus qu'uniquement des vidéos, des photos et des vidéos pour le plaisir. Je ne vends pas mon art. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant, vu de comment ça fonctionne dans ma tête, je ne peux pas me résigner à vendre mon art, parce que mon art n'a pas de prix. Il est gratuit et accessible. Et bref, la raison pour laquelle j'ai... Oh mon dieu, Cinema EOS System, oh my god. C'est une très jolie boîte, vraiment moche. C'est les boîtes, c'est pas les boîtes comme les appareils photo. Donc fin de l'année passée, j'ai voulu step up mon game en photo et je voulais investir dans du matériel photo plus haut de gamme, honnêtement. Et étant donné que j'étais 100% chez Fuji, l'idée c'était de prendre du moyen format Fuji. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai regardé énormément de reviews, j'en ai testé plusieurs fois. Et j'ai commencé à me faire mon budget, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai commencé à me faire une wishlist sur Digitech et j'ai commencé à sélectionner ce que je voulais, etc. Et c'était un prix très conséquent, mais c'était parfaitement ce que j'étais prêt à mettre. Et je me suis dit, en fait, je suis parti pour un tout nouveau système que j'ai jamais eu auparavant. Ça va fonctionner comme les Fuji dont j'ai l'habitude, mais ça va être des objectifs que j'ai jamais utilisés, ça va être un boîtier que j'ai jamais utilisé, patati patata. Et je me suis dit, en fait, peut-être que à ce niveau-là, ça vaut peut-être même la peine de partir sur une autre marque complètement, parce que je savais que si les Fuji GFX allaient être bien meilleurs en termes de qualité d'image, etc., ils allaient reprendre plusieurs défauts que je reprochais aux Fuji ces dernières années et ça allait bien m'embêter honnêtement. Donc voilà, j'ai un peu réfléchi et j'ai complètement changé, j'ai complètement switché de système. Ce qui m'a convaincu à passer chez Canon et à prendre un R5, c'est en fait un objectif particulier. C'est ce 50 mm 1.2 RF de chez Canon qui est une optique exceptionnelle. J'avais entendu énormément de bien de cet objectif et j'avais cru comprendre que si je montais une optique de cette qualité sur un plein format, j'aurai des photos qui sont vraiment très très proches, si ce n'est pas même des fois meilleures que du moyen format avec des optiques simplement moins bonnes. Et les optiques Fuji pour le GFX, elles sont bonnes, mais en fait, pas à ce niveau-là, malheureusement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup j'étais là, bon go off. Je sais que le R5 ne fait pas les meilleures photos ni les meilleures vidéos du marché. Je sais qu'on peut faire mieux avec certains Sony par exemple, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois sur YouTube, je ne toucherai plus de Sony de ma vie. Et encore une fois, ces optiques RF sont tellement, mais tellement supérieures à ce que les optiques EF faisaient, qu'en fait on part sur un truc tout à fait nouveau. Et ça fait que le R5 fait des photos incroyables. Parce que les optiques compensent le fait que niveau capteur, on n'est peut-être pas au niveau de ce qui se fait de mieux chez Sony ou Nikon ou peu importe. Bref. Et j'ai commencé en fait à filmer avec le EOS R5 et j'ai commencé à beaucoup apprécier filmer avec le EOS R5 pour plusieurs raisons. C'est une excellente caméra. Si vous avez entendu parler du EOS R5, vous avez sûrement plus entendu parler de ses gros défauts
que de ce qu'il sait réellement faire. Et ses gros défauts, ce sont en fait, il surchauffe le machin. Si vous filmez trop longtemps avec, il va juste surchauffer. Et par trop longtemps, j'entends des fois juste 20 minutes. Filmer 20 minutes avec, ça peut le faire surchauffer. C'est vachement pénible. Et on peut rien y faire. Et donc Canon ont proposé une solution. La solution du EOS R5 qui surchauffe, eh bien c'est lui. C'est le EOS R5C qui ne surchauffe pas. Et je l'ai là. Donc en gros, le EOS R5 est plus axé vidéo et le EOS R5C est plus axé photo. C'est aussi simple que ça. Il y a un manuel, je ne vais pas le lire pour l'instant, peut-être plus tard. Incroyable. Donc le voici, et il s'agit bel et bien d'un EOS R5, mais thick. It's a thick boy. Or thick girl. Elle est très épaisse. Et c'est parce qu'elle a un système de refroidissement à l'intérieur avec un petit ventilateur qui tourne. Mais oui, très bien, très bien. Canon garantit que les... Non, garantit. Non, ils garantissent pas, bien sûr. Mais ils disent que même si on a la ventilation, le EOS-R5C garde les mêmes propriétés de tropicalisation que le EOS-R5. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que les caméras cinéma ne sont souvent pas tropicalisées. Si on l'ouvre, on voit qu'il y a le même capteur que le EOS-R5. C'est un capteur de 45 mégapixels qui est capable de filmer en 8K jusqu'à 60 images par seconde en RAW et 30 images par seconde en JPEG, non, en HEVC ou en AVC. Non, HEVC, il n'y a pas de AVC en 8K, je suis bête. En HEVC. Moi, ça, c'est mon option préférée, le HEVC, bien entendu, parce que le RAW, ça fait des fichiers vraiment beaucoup trop lourds. Il y a une tempête de neige, en fait, juste dehors. Oui, on est le 1er avril et il neige très fort. C'est pas la première année que c'est comme ça, hein. J'ai retrouvé des vieilles stories où littéralement la même chose en 2018, donc bah voilà. Mais tempête de neige en ce moment, c'est assez rigolo, parce qu'on n'en a pas vraiment eu cet hiver, en fait, de neige ici. Donc au final, oui, c'est rigolo, on peut le dire, en avril. Oui, moi, j'utilise plutôt le HEVC, parce que ça fait des fichiers beaucoup plus légers, et aussi... c'est simplement plus beau, je trouve. En fait, le truc du RAW, c'est que ça demande beaucoup de travail en post. Par exemple, il faut très souvent nettoyer l'image RAW qui est très bruitée parce que l'appareil ne fait pas de traitement RAW, ne fait pas de réduction de bruit, etc. Donc le RAW, ça peut être bien pour certains trucs, mais pour mon utilisation, non, je n'aime pas le RAW. Donc je trouve nul que le 60 fps en 8K ne soit accessible qu'il y a le RAW, mais c'est sûrement dû à des contraintes techniques. Et il faut aussi savoir que l'appareil nécessite une alimentation externe lorsque vous faites du RAW 60 fps. Sinon, l'appareil ne va pas être capable d'alimenter l'objectif. Ça veut dire que si vous utilisez des objectifs Canon, ça ne va pas fonctionner, puisque les objectifs Canon, tous les récents, les RF, ceux-ci, nécessitent de l'électronique en fait et de l'électricité pour pouvoir exécuter même la mise au point manuelle. La grosse particularité de cet EOS R5C, c'est que en fait, il fait vraiment partie de la lignée cinéma et il a, je sais pas comment c'est fait, il a 2 systèmes d'exploitation. Donc en fait en haut vous avez le bouton Power là. Si vous le démarrez en mode photo, vous aurez le même système d'exploitation et les mêmes paramètres que le EOS R5 que j'ai là. Et si vous le démarrez en mode vidéo, donc il faut un reboot entre les deux, il va démarrer en mode cinéma entre guillemets, où les paramètres et tout ressembleront plus aux caméras cinéma Canon. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester correctement les caméras cinéma Canon. Malheureusement, j'ai toujours voulu jouer avec des C70 et des C200 surtout à l'époque. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire vraiment. J'avais touché une C100, mais c'était il y a si longtemps. Et ouais, donc c'est une caméra de cinéma officiellement, même si ça ressemble à un appareil photo. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est que... Alors, on a les défauts des appareils photo, à savoir une toute petite batterie. Les caméras de cinéma, genre la C70, ont une batterie bien plus grosse qui tient bien plus longtemps. Aussi, la C70, elle a ce capteur qui a une très très grande plage dynamique, ce que ce Canon n'a pas. La plage dynamique de ce Canon va être plutôt limitée, malheureusement. Mais on a la 8K, qui n'est pas... je crois pas qu'il y ait d'autres caméras Canon avec la 8K pour l'instant, même dans les plus chères. C'est bien entendu la caméra cinéma Canon la moins chère actuellement en vente. Et la batterie qui vient avec est complètement vide. Oh! Il y a une petite brise qui sort de mon appareil, c'est incroyable. C'est tout frais. Oh, je peux utiliser ça pour me rafraîchir. Ah, c'est incroyable. Entendez. Est-ce que vous l'entendez? On l'entend, hein. Ça, c'est chiant, honnêtement. Cependant, il y a moyen de customiser, donc j'espère que là, il est pas sur trop faible. Alors, on va régler là. Je vais le setup un petit coup et on va revenir avec.
Basiquement, là, je viens de passer, je pense, 15-20 minutes à parcourir les réglages, à voir tous les différents trucs qu'il y a sur ce R5C, qui est donc en train de me filmer maintenant. J'ai tenté de faire en sorte que là, maintenant, tout de suite, il soit configuré le plus proche possible de ce que était l'autre. Et bah, je vais voir en poste, vous allez voir, c'est le même objectif, c'est le même filtre ND qui n'est pas invariable, donc on est à la même réglage. Même ouverture, même vitesse en théorie, et même ISO en théorie. Il y a juste la balance des blancs, où pour X raisons, sur celui-ci, ça se règle avec des multiples de 100. Donc sur le R5, j'étais réglé à 1100 Kelvin, et là je suis à 1130 Kelvin. Je pense pas que ça change quoi que ce soit, de toute façon je vais pouvoir ajuster un petit peu en post ma colorimétrie à ce niveau-là, donc ça va pas changer grand-chose. Donc quelles sont les nouvelles spécificités de... Ah oui, aussi le son, j'ai aucune idée de comment on enregistre le son avec ça. J'ai dit de séparer les canaux, donc il enregistre 4 canaux, ce qui me paraît bizarre parce qu'il y a un micro de branché. J'ai réglé le gain manuel, j'ai mis à 12. Alors que là-dessus je mettais à 1, donc ça n'a pas l'air d'être la même chose ici non plus. J'espère que le son est meilleur, ou au moins aussi bon en tout cas. De toute façon pour le son, actuellement j'utilise un setup un peu bizarre. Ultimement ce que je vais acheter c'est le module XLR qui se branche dans la griffe flash du R5C. C'est un truc que j'avais à l'époque sur mon Panasonic et qui m'a toujours manqué depuis que je ne l'ai plus, depuis que je n'ai plus mon Panasonic. Et je serais très content de retrouver ça avec ce Canon. Malheureusement, cette griffe flash spéciale n'est pas compatible avec le R5 et c'est une des raisons qui m'a motivé à prendre le R5C. Donc qu'est-ce qui est différent entre le R5 et R5C? Donc l'interface est complètement différente et je ne sais pas comment fonctionne l'interface cinéma. Il y a l'air d'y avoir beaucoup trop de réglages et ça a l'air d'être méga compliqué à faire quoi que ce soit. Donc je vais pas trop, enfin je vais prendre le temps d'apprendre et ça va probablement me prendre 1 ou 2 mois, honnêtement. Va falloir que je m'y fasse petit à petit, que je découvre les fonctions, que je teste les fonctions, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. C'est cool parce que lundi, je vais aller assister une pote sur un tournage et lui donner un coup de main, et c'est cool parce que elle s'y connaît en Canon, elle shoot avec une C70, et d'ailleurs elle va prendre avec une C70. Et j'espère qu'elle va pouvoir m'aider à apprendre à utiliser mon R5C, puisqu'apparemment ça se ressemble pas mal. Et puis aussi on va pouvoir profiter pour les mettre l'un à côté de l'autre et comparer un petit peu qu'est-ce qui change au niveau de l'image et des fonctions. Donc ça va être cool, je me réjouis, c'est dans 3 jours. Mais là ouais, donc ce qui change avec le R5 c'est que quand on filme, enfin ce qui change concrètement, le R5 peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde avec un mode HQ. Donc le mode HQ ça veut dire en gros que l'entièreté du capteur est capturé, donc il capture tous les pixels nécessaires à créer une image et ensuite il fait une image 4K et donc l'image est incroyablement nette puisqu'il capture en fait à peu près 8K, un peu plus de 8K d'informations pour faire une vidéo 4K. Le souci bien entendu c'est que si vous utilisez ce mode sur le R5, et ben déjà vous êtes limité à 30 fps, bon moi j'utilise 25 donc ça va très bien, mais il va surchauffer. Celui-ci dans la même chose. En fait, le mode HQ n'existe plus puisque peu importe comment vous filmez, tant que vous êtes en dessous de 60 images secondes, il va filmer en HQ. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que le HQ est maintenant dispo jusqu'à 60 images secondes et pas 30 comme avant. Mais aussi, ce Canon ne devrait simplement pas surchauffer dans ce mode-là puisqu'il a le petit ventilateur et qu'il perd aussi la stabilisation. Donc ça, c'est le deuxième truc qu'il faut savoir avec ce nouveau Canon, c'est qu'il n'a plus la stabilisation optique au niveau du capteur qu'on avait sur le R5. Et ça c'est vraiment dommage, mais c'était apparemment nécessaire pour le rendre pour plus qu'il surchauffe, etc. tout en le gardant compact apparemment. Il va de soi que moi j'aurais quand même préféré qu'il garde la stabilisation parce que c'est vraiment pratique. Donc je ferai 100 et les jours où j'aurai besoin de stabilisation, je vais garder le R5. Et c'est un move de génie Canon parce qu'honnêtement si vous aviez gardé la stabilisation sur le R5C, j'aurais vendu celui-là. Bah ouais, je l'aurais vendu. Pendant que vous pouvez apprécier l'image et le son qui vient de cet appareil, encore les dernières spécificités, donc bien sûr vous pouvez filmer en 8K avec en HEVC jusqu'à 30 images secondes et en RAW jusqu'à 60 images secondes. Le RAW peut maintenant aussi être dispo pour une résolution 5K en capteur Super 35, donc si vous recadrez sur le capteur pour avoir un équivalent de Super 35 pour utiliser des optiques cinéma, etc., vous pourrez toujours faire du RAW en 5K, c'est bien. Et il y a aussi la possibilité de l'utiliser en mode Super 16 et de faire du RAW en 2K et quelques dans ce mode-là, donc c'est plutôt cool aussi. Il y a beaucoup de paramètres d'image, les profils de couleurs, c'est pas aussi simple, là-dessus vous tournez le Canon log et c'est bon, là-dessus il y a 1000 réglages. Le R5 est venu d'origine avec le Canon log 1, ensuite via une mise à jour a été ajouté le Canon log 3 et celui-ci vient uniquement avec le Canon log 3, il n'y a plus le Canon log 1 si je me trompe pas. Le Canon log 3 est censé être plus performant, avoir une meilleure plage dynamique. Canon log 2 est en réalité le log supérieur. Le Canon log 2 c'est celui qui a le plus de plage dynamique
et il n'est pas dispo sur ces appareils parce que les capteurs ne permettent pas d'avoir autant de plage dynamique nécessaire. C'est pour ça que le Canon Log 2 est réservé du coup aux vraies caméras cinéma, à savoir la C70 et la C500, et je sais plus lesquelles, mais genre les vraies caméras cinéma qui sont plus chères, plus grosses, plus lourdes, qui ont des plus grosses batteries et qui ont des capteurs spécialement conçus pour la vidéo. Donc ici on n'a plus que le Canon Log 3, mais il y a plein de paramètres qui vont autour de ce Canon Log 3. Hein. Ce n'est pas gentil. Oh, mais putain, mais j'en peux pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne et comment faire pour que ça matche celui qui est là-dessus. Donc il va falloir que j'expérimente. Si vous avez des réponses à ces questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si vous êtes des experts Canon, là, vas-y, allez-y. Je serais content d'apprendre de vous. Donc je vous ai dit que celui-ci avait le Log 1 et le Log 3. Le Log 3 offre plus de plage dynamique, mais le Log 1 offre une image beaucoup plus propre, ce qui est peut-être pratique entre autres en cas de basse lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que ce Canon surchauffait, le mode HQ, qui est maintenant en permanence activé ici jusqu'à 60 fps, donc il n'est en gros pas activé pour les ralentis à 120. Le mode HQ qui est maintenant en permanence activé, et qui n'est d'ailleurs plus une option, vous ne pouvez plus le désactiver, a de base une image beaucoup plus propre que celui-ci quand vous n'utilisez pas le HQ. Moi, quand je filmais avec le R5, j'étais très souvent contraint à ne pas utiliser le HQ parce que je ne voulais pas que mon appareil surchauffe. Tout bêtement. Mais celui-ci ne va pas surchauffer, donc le HQ, il est là tout le temps, quoi. On va parler de l'autofocus très rapidement. Ce Canon a ce que Canon décrit comme le Dual Pixel Autofocus 2, et celui-ci est de retour avec le Dual Pixel Autofocus 1. Ça fait que les gens sur les forums Canon ont freak out avant même de tester l'appareil, parce que de certaines reviews que j'ai vues, il semblerait que l'autofocus en vidéo de celui-là soit plus efficace que celui-ci, bien qu'il s'agisse des anciens algorithmes. Donc je sais pas comment ça marche à ce niveau-là, mais en gros ce que ça veut dire c'est que cet appareil est uniquement capable de détecter les visages humains. Il a perdu l'autofocus détection d'animaux et d'objets qu'on avait sur le R5. Voilà. Sauf si vous l'utilisez en mode photo. Si vous l'utilisez en mode photo, là, l'autofocus de Pixel 2 machin, détection de gens et de trucs, il est de retour, il va revenir. Il n'est pas possible de filmer quand vous êtes en mode photo, et je trouve que c'est dommage, parce que pour un newbie comme moi, en fait, ça aurait été sympa de le rebasculer en mode photo et d'avoir les réglages de base qu'on a sur celui-ci, mais je comprends que Canon ait voulu faire de ça vraiment une caméra cinéma, en fait. Je sais pas quoi dire de plus, je vais importer les fichiers qui sont là-dedans et vous faire une conclusion. Je vais aussi bien sûr vous faire un petit tour du propriétaire que je vais filmer avec mon iPhone pour vous montrer la différence entre un et l'autre. Comme ça vous avez peut-être une meilleure idée, parce que c'est peut-être important que vous puissiez les voir l'un d'un côté de l'autre. Et bisous et à plus tard. Alors on est pas mal plus tard, j'ai pas vraiment eu le temps de tester l'appareil, hein. J'ai vraiment envie que la vidéo sorte aujourd'hui, ça va vraiment être une vidéo d'unboxing. Et en fait du coup honnêtement je vais être là, je vais être honnête avec vous, je vous appelle à si vous avez des explications, des théories, des... Oh ça ferait plus YouTube si cette petite bougie était allumée. Ah mais là tout de suite on a l'impression d'être réellement sur YouTube. Je suis en train de filmer avec mon iPhone, c'est bien parce que j'ai fait une vidéo normalement qui sortait aujourd'hui aussi sur cet iPhone, donc c'est plutôt rigolo. Ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à brancher mon micro dessus en théorie. Du coup, si vous avez des astuces, des conseils, etc. à me donner pour utiliser ces appareils, enfin le R5 c'est bon, j'ai aucun problème avec, honnêtement, déjà c'est très simple comme appareil à utiliser, franchement. Et depuis le début que je l'ai, je n'ai pas eu j'ai eu aucun souci. Voilà, je dis pas ça pour me la péter, c'est vraiment vrai, j'ai eu aucun souci avec. Là, on est sur quelque chose d'autre, donc si vous avez des astuces, des techniques sur comment on utilise une caméra cinéma Canon, genre les C100, les C70, et puis maintenant le R5C, toutes ces bêtises, et je suis complètement ouvert à la discussion, donnez-moi vos astuces, linkez-moi des articles, des vidéos, tout ce que vous voulez. Je vais maintenant là vous faire un petit tour du propriétaire. Déjà, le premier truc que je vais vous montrer, c'est le dessus. Hop. Aussi, vous voyez, un des premiers trucs que vous allez peut-être remarquer, c'est comment j'ai réussi à péter l'écran du R5. Si jamais j'ai fait ça la semaine où je l'ai acheté, et j'avais fait pareil avec mon 5 DSR à l'époque. Et ça s'est fait tout seul, hein. Je l'ai juste mis dans mon sac et sorti de mon sac, et le truc était pété. Donc voilà, c'est pas de la très bonne qualité. Désolé Canon, je sais pas ce que vous avez fait, mais vous l'avez fait, voilà. J'espère que ça va pas arriver pareil avec le R5C. Si ce n'est le thick bit here. Ils se ressemblent énormément, les écrans sont les mêmes et c'est d'ailleurs une critique. J'aurais vraiment souhaité que le R5C hérite d'un écran plus grand, que ce soit
,5 pouces de plus, ça n'aurait fait de mal à personne. Un vrai écran 16 neuvième par exemple, juste un peu plus grand, comme on a en fait sur la C70. Mais bah voilà, je comprends que Canon veulent quand même réussir à vendre leur C70, malgré le fait qu'elle ait un capteur pas mal plus petit. Vous allez peut-être vous demander pourquoi un R5C et pas une C70. Déjà, je suis très fan de juste comment fonctionne un hybride d'un appareil photo, comment ça se tient en main. J'ai vu plein de gens me dire, voilà, si tu veux vraiment faire de la vidéo sérieusement, achète une vraie caméra. Vous voyez, ces vraies caméras qui sont grosses, qui prennent de la place et tout. Et non, moi, j'évite ça. Je suis content avec le format d'un appareil photo. Je ne veux pas que ce soit plus grand que ça. Donc, je suis content parce que le R5C n'est pas réellement plus grand. D'ailleurs, il est plus léger, mais c'est à cause de l'objectif, je pense. Il est léger, c'est un appareil qui est léger, ça fait moins d'1 kg, c'est vraiment cool, ça se met dans n'importe quel sac, ça se transporte facile, et ça, c'est quelque chose que je voulais. Je ne veux pas passer à un format plus grand. La C70 est très proche de la taille de ça, mais de ce que je comprends, parce que je l'ai pas encore vu en vrai, je la verrai en vrai lundi. Mais elle est quand même pas mal plus grosse, et donc je suis content qu'on aille et on reste sur le format d'un appareil photo. Et c'est ça, c'est quelque chose que je vais le dire. Je n'aime pas l'ergonomie des caméras. La C70, elle a un désavantage principal, c'est le capteur qui est plus petit. Moi, je ne veux pas d'un capteur APS-C. La raison pour laquelle j'ai investi dans ce système, c'est pour le plein format. Je vous ai dit, l'objectif qui fait que j'ai investi dans ce système, c'est ce 50 mm. Et ce 50 mm, je l'aime lorsqu'il est utilisé sur un plein format. Sinon, on vient faire juste appel à exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'iPhone 13 Pro Max. Je ne veux pas que ce 50 mm devienne un 75 mm ou un 85 mm. Parce que ce n'est pas une longueur de focale qui est autant versatile, autant pratique. J'aime le 85 mm dans certaines conditions, mais je ne l'aime pas autrement, et c'est pour ça que je veux un 50, et je veux que mon 50, lorsqu'il est monté sur ma caméra, il reste un 50. Là, C70 ayant un capteur APS-C ou Super 35, lorsque vous montez un 50 mm dessus, vous n'allez utiliser que la portion centrale et vous allez avoir en fait un objectif qui est plutôt l'équivalent d'un 80, 85, etc. Et ça, j'ai pas envie. Et c'est pour ça que je ne peux pas acheter de C70 et je ne veux pas de C70, malgré que tout le monde dise oui, la C70, si, la C70 ça. Je sais que la C70, elle a un capteur plus adapté à la vidéo, je sais qu'elle peut justement capturer une bien plus grande plage dynamique, ce qui est vraiment très intéressant et que je trouve très cool parce que pour moi, la plage dynamique, c'est plus important que les détails, que la netteté, que la 8K, c'est vrai, mais la C70 n'est pas plein format. Vous avez vu dans la vidéo précédente où j'ai filmé un peu avec lui que ça ressemble pas tant que ça, R5, et à mon avis c'est qu'une question de paramètres, donc il va falloir que je m'amuse avec les paramètres et je vais prendre quelques mois pour faire ces tests. Je suis assez intéressé d'essayer de réussir à matcher l'image de lui et de lui pour pouvoir les utiliser dans un setup où je les utilise les deux tout simplement. Va falloir que je comprenne comment faire, je vais tenter de regarder sur internet s'il y a des guides, s'il y a des gens qui expliquent, étant donné qu'il vient à peine de sortir, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais les guides vont commencer à tous tomber parce que tout le monde va enfin commencer à investir. Je vais vous montrer un peu du coup les boutons, vous voyez qu'on a tous les boutons, ils sont labellés avec des chiffres et tout, parce qu'en fait, quand vous êtes en mode vidéo, c'est juste les chiffres, donc voilà, bouton 10, bouton 8, bouton 9, bouton 11, vidéo, et quand vous êtes sur le système photo, ça va être mode, lock, la petite lampe, etc. Donc c'est vraiment cool à ce niveau-là, je trouve ça bien, qu'on ait tous les trucs deux fois en fait. J'ai pu paramétrer par exemple ici sur mon objectif, j'ai ce truc et j'aime bien que ça fasse le diaphragme, donc j'ai pu aller le paramétrer dans le mode vidéo parce que ça le fait pas par défaut. J'ai paramétré mes ISO ici et ma balance des blancs là, parce que c'est cool de pouvoir régler sa balance des blancs rapidement comme ça. Par exemple, je n'ai pas paramétré de bouton pour la vitesse d'obturation, parce que quand on fait de la vidéo, on veut que sa vitesse d'obturation reste le double de son framerate, et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini la vitesse d'obturation comme étant en fait affiché en tant que angle, shutter angle, et en gros quand vous avez un angle de 180 degrés comme c'est ici, et ça veut dire que votre vitesse d'obturation est exactement le double de votre framerate. Donc là c'est 1/50e puisque je suis à 25 images secondes. Maintenant j'ai juste envie de parler vite fait des différents codecs et réglages de framerate et tout ça. En fait c'est beaucoup mieux fichu que sur le R5, et heureusement, bien sûr. Donc on va juste aller dans les médias, là, hop, 59,94, et si vous êtes au cinéma, apparemment, vous devez mettre plutôt sur 24, moi j'aime bien 50 Hz, voilà, parce que c'est comme ça que sont synchronisés tous les trucs électriques en Suisse, en tout cas, c'est le cas en France aussi. Donc là, on a les différents codecs qu'on peut choisir. Bon, il y a le RAW, ST, LT. LT, à mon avis, c'est plus léger. Il y a la sortie HDMI. Ça, je ne vais pas expérimenter avec ça, en tout cas pas pour l'instant. Et on a le XF AVC, qui est un format un peu standard. C'est du AVC, du coup. Donc c'est H264. C'est un peu vieux. Moi, je préfère ceux-là. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le
422 10 bits, c'est le même que sur le R5 je crois, mais celui-là ce n'est pas le même que sur le R5. Celui-ci est théoriquement de meilleure qualité que celui-là. Je dis théoriquement parce que la différence est vraiment très subtile. Mais ce qu'il faut savoir c'est que celui-ci, en fait, donc le 422 10 bits HEVC patati patata, c'est une version spéciale du codec, et de ce que j'ai compris, nos amis Intel, Nvidia et AMD ne payent pas leur licence pour ce codec-là, ce qui fait que si vous avez un PC ou un Mac Intel, basé sur un processeur Intel, vous allez avoir beaucoup de soucis à décoder cette version-là du codec, puisque ça ne peut pas être fait avec le hardware. Donc même si vous avez mis des 1000 et des 100 dans une magnifique toute nouvelle RTX 3080, il y a de fortes chances que vous allez quand même galérer à monter ces fichiers-là, parce que le décodage va devoir se faire dans le logiciel et pas sur votre magnifique carte graphique à 2000 balles, à cause d'une histoire de licence à la con. Et ça reste à vérifier, je sais, peut-être que je prendrai le temps d'installer sur mon PC une version d'essai de Adobe Premiere pour tester, mais je m'en fous parce que en l'occurrence les Mac avec la puce Apple, même les moins chers, les MacBook Air par exemple, vont vous décoder ce codec sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté, ça va être très facile. Mais sur un PC, je suis pas sûr que ce soit le cas. Cependant, contrairement au R5, ici on a aussi la saveur 420. 420. Celle-ci devrait se décoder sans difficulté sur votre PC, pour autant qu'il soit suffisamment récent pour avoir du décodage matériel de HEVC. Ici, maintenant, vous pouvez voir le bitrate en fait. Vous voyez, 100 mégabits par seconde. C'était pas un truc qui s'affichait à l'époque sur le R5 en fait. Voilà, vous voyez. Maintenant, je suis en train de me le dire. Donc là, vous avez la possibilité de choisir la résolution à laquelle vous shootez. Il est nécessaire d'être en mode HEVC pour avoir la 8K, bien sûr. Le XFAVC, du coup, il a plusieurs saveurs, il a du intraframe et du long gap. Donc le intraframe c'est beaucoup plus lourd, là vous voyez 410 mégabits versus 160 mégabits. Le intraframe, en gros toutes les images sont encodées complètement, ça veut dire que ça va être plus facile à monter. Cependant, j'ai vu plein de gens dire que oui, vu que le débit est plus élevé, la qualité est meilleure. C'est pas forcément le cas en fait, parce que long gap sont plus intelligents, c'est pour ça que c'est plus lourd et plus compliqué à monter. Mais dans certaines situations, ça fait des vidéos de meilleure qualité que le intraframe, contrairement à ce que plein de gens disent. Après, ça reste à tester, chaque appareil est différent, mais en tout cas, sur les Fuji, le intraframe est juste plus beau que le long gap, je vous le garantis. Je l'ai vu de mes yeux plein de fois, et donc j'ai complètement arrêté de shooter en intraframe parce que c'est beaucoup trop lourd. Mais ça, c'est pas dispo en HEVC, hein, de ce que je vois, ou alors ici, non, hein. L'audio, AAC ou PCM. N'enregistrez pas en AAC si vous souhaitez utiliser le son dans votre vidéo finale. N'enregistrez pas en AAC parce que ça compresse en gros. Et si ça compresse, vous n'aurez pas d'espace pour faire de la retouche sonore, à savoir ajuster les niveaux, ce qui est quand même assez basique et important. On va juste revenir sur le R5 à côté. Vous voyez, sur le R5 du coup, si je filme en 4K, vous voyez que j'ai accès à du All High en HEVC. IPB c'est donc long gap. All High. Et là, je n'ai pas accès à du All High ici. C'est vraiment très intéressant. Je ne savais pas. C'est ici qu'on vient activer le ralenti. Vous voyez qu'on peut monter le frame jusqu'à 120, même si on est en mode PAL. C'est vraiment bien. Ça, c'est le mode Quick and Fast, mais avec de l'audio, c'est ça que je comprends ? Bon, mes petits coquelicots, là vous allez comprendre que je ne... voilà, mes connaissances s'arrêtent là en fait. Donc je vous ai fait un unboxing, je vous ai présenté l'appareil, mais je ne vais pas aller plus loin. Et si vous avez des bonnes ressources pour savoir ce qu'on fait avec ça, c'est avec grand plaisir. Moi je vais maintenant passer ma vie à faire des tests avec ce machin, jusqu'à le master à la perfection. Ouais, ça va être fun. Ça m'a amusé, moi j'aime faire ce genre de choses bien entendu, et je suis trop content d'avoir ce shooting lundi en fait, ça va être parfait pour tester lui, à côté de la C70. Mais ouais, je vais prendre le temps d'apprendre tous ces réglages, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je ne peux pas juste les résumer en une vidéo comme ça, il y a déjà eu plein de vidéos sur YouTube qui ont tenté de les résumer, et aucune n'a répondu à toutes mes questions. Et donc maintenant il faut moi que je réponde à mes questions, comprenez ? Mais du coup si vous avez des questions, je peux revenir dans 2 mois quand j'en sais plus. Et répondre à vos questions, n'est-ce pas ? Puis d'ici là, il y aura eu 1000 personnes autres sur YouTube qui l'auront présenté aussi. Et je vais regarder beaucoup et attentivement parce qu'il y a beaucoup à apprendre, hein, j'ai l'impression. Là, je vous ai même pas montré le quart du 8e, du 5e de tout ce qu'il y a dans ce putain de menu infernal qui se termine jamais. Mais je me réjouis. Vous ne direz pas, mais je me réjouis vraiment. Ciao !